Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le chapitre d'histoire de 4e, la Révolution et l'Empire. Nous allons découvrir les événements fondateurs de la Révolution et de l'Empire qui sont à l'origine de bouleversements. Louis XVI, roi de France, convoque les États généraux. C'est la réunion des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Louis XVI doit résoudre la grave crise financière. Les députés du tiers-état espèrent des réformes, mais ils sont rapidement déçus. Le roi va fermer la salle des menus plaisirs à Versailles pour raison de travaux où étaient réunis les États généraux. Les députés, trouvant porte close, cherchent une salle assez grande pour les accueillir. Ils trouvent un gymnase où l'on pratiquait le jeu de paume. Ils prêtent le serment de ne jamais se séparer et de rédiger une constitution. Ils se proclament Assemblée nationale constituante. Mais qu'est-ce que l'Assemblée nationale constituante? Le mot assemblée désigne l'Assemblée des députés. Le mot national correspond à la nation, c'est-à-dire au peuple. Et le mot constituante veut dire qu'ils veulent rédiger une constitution. Cet événement sera à l'origine de la séparation des pouvoirs. Maintenant, le pouvoir est détenu par le roi et par la Constitution. Il y a un autre apport politique, c'est celui de la souveraineté nationale. Le peuple participe au pouvoir. Autre événement, la prise de la Bastille. Louis XVI souhaite dissoudre cette assemblée réunie dans le salle du jeu de paume et envoie des troupes. Les députés demandent aux bourgeois et aux artisans parisiens de les défendre. Ceux-ci, n'ayant pas d'armes, veulent s'en procurer et se dirigent vers la Bastille, lieu de réserve d'armes. Le 14 juillet 1789, plusieurs milliers de Parisiens se rassemblent devant la Bastille. Devant le refus de les laisser en rentrer, ils attaquent la Bastille. La Bastille est le symbole de l'absolutisme. Le roi enfermait les personnes sur lettre de cachet, sans justice ni tribunal. La chute de la Bastille représente aussi un apport politique. La chute de la Bastille symbolise la chute de l'absolutisme. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen date du 26 août 1789. C'est un texte proposé par Lafayette qui s'inspire de la Constitution américaine. Ce texte fixe les droits des citoyens tels que la liberté et l'égalité. En 1792, le peuple n'a plus confiance dans le roi. Il a tenté de s'enfuir en Autriche et de revenir avec des soldats pour rétablir son pouvoir absolu. L'Autriche et la Prusse sont en guerre contre la France. Louis XVI souhaite cette guerre en espérant que la France la perde et ainsi l'Autriche le rétablirait sur son trône avec le pouvoir absolu. En juillet 1792, de nombreux fédérés sont présents à Paris. Les fédérés sont les gardes nationaux des provinces. Ils sont venus à Paris fêter le 14 juillet. Les Parisiens se rendent compte que Louis XVI a le soutien des Autrichiens et des Prussiens par le manifeste de Brunswick et qu'il veut retrouver son pouvoir absolu. Les fédérés en uniforme bleu et les sans-culottes prennent le palais des Tuileries, la résidence de Louis XVI. Les gardes suisses en uniforme rouge défendent le palais, mais la résidence sera prise. Ceci va marquer donc la fin de la monarchie et la proclamation de la République. Le 10 août 1792, c'est une journée révolutionnaire. Le roi est emmené en prison et donc du coup, cela mettra fin à la monarchie. La France connaît des menaces intérieures avec la révolte des Vendéens. Les Vendéens soutiennent le roi. Une autre révolte prend part, la révolte des fédéralistes. Les fédéralistes, ce sont les fédérés qui vont soutenir les Girondins contre les montagnards.
Mais la France connaît aussi des menaces extérieures, avec l'attaque de nombreux pays étrangers, les Anglais, les Espagnols, les Sardes, les Autrichiens, les Prussiens, les Hollandais. La France est donc attaquée de toutes parts. Ces pays veulent mettre fin à la République, de crainte de voir apparaître dans leur pays le même type de régime. La République est donc mise en place, mais elle est menacée. Robespierre, chef des montagnards, met en place la terreur afin de protéger la République. Toute personne qui s'oppose à la République ou qui en dit du mal sera exécutée. En 1794, l'ennemi est repoussé, les opposants à la République sont écrasés, mais Robespierre veut continuer la politique de la terreur. La Convention est apeurée, elle fera arrêter Robespierre et il sera exécuté le 28 juillet 1794. En 1789, la situation politique est confuse. Le 9 novembre 1789, le général Bonaparte, rendu célèbre par ses victoires en Italie et en Égypte, renverse le régime et s'empare du pouvoir par un coup d'État à l'aide de son armée. Il établit un nouveau régime, le consulat. Le consulat s'établira de novembre 1799 à mai 1804. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir exécutif est confié à 3 consuls. Le premier consul, le deuxième consul et le troisième consul en souvenir de la République romaine. En fait, seul le premier consul dispose du pouvoir. Ce nouveau régime est en apparence démocratique, mais Bonaparte concentre l'essentiel des pouvoirs et exerce un pouvoir autoritaire. Napoléon se fait sacrer le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII. Les libertés de presse et de réunion sont supprimées et Napoléon se lance à la conquête de l'Europe. Mais Napoléon va connaître l'apogée, puis ensuite il sera chassé d'Espagne, il y aura la retraite de la Russie, il sera chassé d'Allemagne et enfin il sera vaincu et exilé. Ces conquêtes se terminent donc par des défaites et il sera définitivement vaincu à Waterloo en 1815. La Révolution française et l'Empire vont apporter de nombreux bouleversements dans différents domaines. Tout d'abord, dans un apport administratif. Les départements vont être créés en 1790, ce qui permet un meilleur contrôle du territoire. Le préfet va être créé par Napoléon en 1800. Le préfet fait appliquer les décisions de Napoléon dans son département. Napoléon créera aussi les lycées en 1802 pour former les hauts fonctionnaires. Un autre apport, les apports sociaux. Avec l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août 1789, tous les hommes sont égaux. Deuxième apport, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui apporte la liberté et l'égalité. C'est la fin de la société d'ordre. Les hommes deviennent des citoyens. Autre apport, le Code civil en 1804, créé par Napoléon. Le Code civil est un recueil de lois. Les hommes sont égaux devant la loi est la même pour tous. Ensuite, nous allons aborder les apports économiques. Avec la loi d'Allard créée en 1791. Cette loi établit la liberté d'entreprendre. Elle favorise la liberté de commerce. Les unités de mesure sont unifiées en 1795, c'est-à-dire que les poids et les mesures ne sont pas différents d'une province à une autre, ce qui facilite les échanges. En 1803, Napoléon va créer le franc. C'est une monnaie unique présente dans toute la France. D'autres apports, les apports politiques. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen crée un nouveau droit politique. Les Français ne sont plus des sujets mais des citoyens.
Ils peuvent participer au pouvoir en élisant des représentants. Création de la première constitution en 1791 par les Trois Ordres. Cette première constitution écrite de l'histoire de France attribue le pouvoir exécutif au roi et le pouvoir de faire les lois à une Assemblée nationale législative. Le pouvoir judiciaire est exercé par des juges élus. Ensuite, nous allons aborder la diffusion des idées de liberté et de nation en Europe de 1789 à 1815. On peut se poser la question, mais quelles sont les conséquences de la Révolution et de l'Empire en Europe? La Révolution française a apporté de nouveaux principes en Europe comme la souveraineté du peuple, la suppression des autorités, la suppression des privilèges, la liberté, l'égalité, le renversement des trônes. Napoléon conquiert l'Europe et l'ensemble des pays l'accueillent d'une manière assez favorable, car la Révolution française est un modèle pour l'Europe. En Allemagne, c'est un espoir de liberté apporté par les Français. Mais dans un deuxième temps, il va y avoir l'hostilité des peuples. Parce que Napoléon et son armée se livrent à des pillages, des orgies. Les populations se révoltent. Cette œuvre que nous voyons s'appelle 13 des Maillots, peinte par Goya. Elle représente la répression de Napoléon face à la révolte des Espagnols.